bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un outil qui est assez fascinant. C'est une vraie énigme en fait. Exactement. Il est gratuit, il est d'une puissance assez folle, il est signé Google, et pourtant, quasi personne n'en parle. C'est ça. On parle bien sûr de Google AI Studio. Oui, et c'est une excellente façon de poser le problème. Parce que la plupart des gens, quand ils pensent IA de Google, ils pensent à Gemini. Oui, l'interface de chat classique, quoi. Voilà, la voiture qu'on conduit tous les jours. Mais AI Studio, ça n'a mais alors rien à voir. Imaginez plutôt l'atelier du constructeur. On vous laisse soulever le capot, choisir le moteur, régler les suspensions, tout. J'adore l'image. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va s'appuyer sur plusieurs sources, des experts qui ont vraiment exploré l'outil pour mettre les mains dans le cambouis. D'accord. On a identifié 5 applications très concrètes de vrais game changers. On va commencer simple, avec de la création de contenu, et puis monter en puissance. Parfait. Juste peut-être un petit avertissement avant de commencer. C'est un détail technique, mais il est ressorti partout. Je t'écoute. AI Studio ne sauvegarde pas le travail automatiquement. C'est tout bête, mais il faut vraiment penser à enregistrer son travail sur Google Drive pour ne pas tout perdre. D'accord, c'est noté. C'est un réflexe à prendre. Alors, allons-y. Le premier point, c'est celui qui m'a semblé le plus dingue. L'idée de pouvoir créer ses propres applications Sans savoir coder. sans une seule ligne de code. Ça ressemble à du marketing, mais non. Comment ça marche? Alors ça se passe dans une fonction qui s'appelle build. Et le concept derrière, que certains appellent le vibe coding, il est révolutionnaire. Vibe coding. Oui, l'idée c'est de décrire en langage naturel l'outil que tu veux construire. Pas juste la tâche, vraiment l'outil. Tu lui parles comme un développeur. D'accord, mais concrètement, ça donne quoi? L'exemple qui m'a le plus marqué, c'est celui de la créatrice de contenu. Ah oui, Elle passe son temps à recycler sa newsletter pour les réseaux sociaux. exactement. Et au lieu de faire un copier-coller dans un chatbot en demandant «adapte-moi ça», elle est allée dans Build et elle a dit «en gros, construis-moi une appli». Ok. Je veux une case où je colle ma newsletter et en dessous, tu me génères 3 posts LinkedIn, une idée de carrousel Instagram et 2 scripts pour des TikTok. Et elle a ajouté autre chose, non? Oui. Et je veux des boutons copier à côté de chaque résultat. Attends, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Ce n'est pas juste un prompt qu'on enregistre. Non, non. On parle d'une vraie mini-application, avec une interface, des boutons, des champs de saisie, qu'on peut partager avec son équipe, par exemple. C'est précisément là où tout change. C'est un outil réutilisable et partageable. L'application reprenait même son branding, ses couleurs. Incroyable. Et après, elle a pu itérer. Elle a demandé d'ajouter une fonction pour transformer la newsletter en podcast. En audio. Oui, avec la possibilité de générer l'audio en plusieurs langues, en espagnol par exemple. Mais quelle est la vraie différence avec un simple prompt qu'on sauvegarderait dans ChatGPT? La différence, elle est fondamentale. Un prompt, c'est du texte. Ici, Build crée une interface qui structure la tâche. Plus besoin de se souvenir du format exact de ton instruction. Et surtout, en coulisses, AI Studio connecte cette appli aux modèles les plus puissants de Google pour la voix, la vidéo, sans que tu aies à gérer la moindre clé API. C'est ça la magie, en fait. C'est ça la magie. On a vu d'autres exemples. Un outil qui transforme un plan 2D d'appartement en vue 3D. On ne demande plus à l'IA de faire, on lui demande de nous construire l'outil pour faire. C'est vertigineux. Et puisque tu parlais d'audio, ça me fait une transition parfaite vers notre deuxième point. Allons-y. La génération de contenu audio de haute qualité. Oui, et là, l'application elle est évidente. On prend n'importe quel texte, un article de blog, un rapport, et hop, on en fait un actif audio. On lui donne une seconde vie. Exactement. Pour les gens dans les transports, qui font du sport. J'ai déjà testé pas mal d'outils de texte à parole. Et franchement, le résultat est souvent un peu robotique. On sent que ce n'est pas humain. Qu'est-ce qui change ici? 2 choses. D'abord, la qualité et la variété des voix. Il y en a une vingtaine, elles sont très nuancées. Mais le plus impressionnant, c'est sa capacité à gérer des dialogues. C'est-à-dire? L'exemple qui revenait souvent, c'était un script de débat fictif entre 2 personnages, Laurent et Alexandre. Tu colles le texte, et c'est tout. Elia fait le reste. L'IA reconnaît toute seule qui parle, elle assigne une voix différente à chaque personnage, et elle gère les intonations. Le rendu a été qualifié de « ouf » par un des testeurs. Carrément ouf. Oui, il le mettait au même niveau, voire au-dessus, d'outils payants très connus comme Eleven Labs. Impressionnant. Et techniquement, il y a un réglage particulier pour arriver à cette qualité d'ail? Il y a un réglage qui est essentiel, oui. C'est le paramètre de température. La température, d'accord. À 0, l'IA est une lectrice très scolaire. Elle lit les mots sans âme. Mais si on pousse le curseur,
vers 2. Elle devient une actrice? C'est exactement ça. Elle interprète le texte, elle ajoute des pauses, des variations, elle devient créative. Et on le met où en général? La plupart des sources recommandent de le laisser autour de 1. C'est le parfait équilibre entre fidélité au texte et un rendu naturel. En clair, n'importe qui peut produire des voix off de qualité pro, gratuitement. C'est une petite révolution. Complètement. D'accord. Donc on peut créer des applications, générer de l'audio de qualité pro. La question suivante est logique. Est-ce que ça marche aussi bien pour le visuel, les images et les vidéos? Alors oui, ça marche aussi, mais il y a une distinction importante à faire, surtout pour les images. Laquelle? Google propose 2 types de modèles. D'un côté, on a Imagen 4. Lui, il est là pour créer à partir de zéro. Il est très fort en photoréalisme et, chose assez rare, il gère très bien le texte dans les images. Et de l'autre côté? De l'autre côté, on a un modèle au nom assez marrant, Nano Banana. Nano Banana. Et lui, son job, ce n'est pas de créer, c'est de modifier une image qui existe déjà. C'est un retoucheur photo sous stéroïdes. Intéressant. J'imagine que ça permet d'être beaucoup plus précis. Parce que souvent, quand on demande à une IA de changer un détail, elle refait tout le visage, non? C'est une excellente question. Et c'est là que Nano Banana est bluffant. Un des exemples les plus parlants, c'est un utilisateur qui a mis sa photo de profil. Il a d'abord demandé « Ajoute-moi des lunettes de soleil ». D'accord, classique. L'IA l'a fait, de manière hyper réaliste. Mais là où ça devient fou, c'est qu'ensuite, il a demandé « Retire le logo de la marque sur la branche des lunettes ». Et l'IA a effacé le minuscule logo, et uniquement le logo. Elle a reconstruit la texture de la branche derrière. C'est de la chirurgie esthétique pour image. c'est incroyable. Donc la meilleure méthode, c'est de combiner les deux. Exactement. L'astuce de pro qui ressortait, c'est on utilise Imagen 4 pour générer une bonne base, et ensuite on importe cette image dans Nano Banana pour faire les retouches fines qui la rendront parfaite. Et pour la vidéo, c'est la même logique? Assez similaire, oui. Avec des modèles comme VO2 ou VO 3.1, on peut générer des clips et même les étendre, c'est-à-dire demander à l'IA de générer la suite d'une scène. D'accord. Mais là, j'imagine qu'on arrive aux limites du gratuit. On y arrive. Les modèles les plus pointus, comme Nano Banana Pro ou VO 3.1, fonctionnent via une clé API. Donc oui, c'est payant à l'usage. Ah! Cependant, et c'est un point clé, Google offre $300 de crédit gratuit pour que tout le monde puisse tester. Ah oui, 300 $, ça laisse une marge énorme pour expérimenter. Énorme. Et cette fameuse clé API, c'est compliqué à mettre en place? Pour être honnête, ce n'est pas super intuitif, ce n'est pas insurmontable, mais il faut suivre un tuto. Il faut aller dans Google Cloud, créer un projet, activer la facturation. C'est un jargon de développeur. C'est ça. On sent que Google te donne les clés de la Ferrari, mais il faut aller les chercher au fond d'un garage un peu en désordre. Mais une fois que c'est fait, la puissance est là. On a beaucoup parlé de création de contenu. Mais l'IA, ça peut aussi être un partenaire, un assistant. Et ça nous amène à la 4e fonctionnalité, le mode live. Ah oui, et là on change complètement de paradigme. On ne demande plus à l'IA de produire pour nous, on l'invite à travailler avec nous. Comment ça? Le principe est simple. Tu partages ton écran, ton micro, ta webcam, et tu discutes avec Gemini qui voit et entend la même chose que toi en temps réel. Les possibilités semblent infinies. On peut lui demander d'auditer une page web en direct. Tout à fait. Mets-toi dans la peau d'un expert en conversion et dis-moi ce qui cloche sur cette page. Mais ça va plus loin. Par exemple, Tu es bloqué dans le PowerPoint. Tu partages ton écran et tu demandes l'IA. Comment je fais pour changer l'arrière-plan de cette diapo? et il te guide. Il te guide pas à pas. Clique sur l'onglet Création, puis sur le bouton à droite. Il peut même te donner un avis esthétique. C'est fou! C'est comme avoir un coach assis à côté de soi, en permanence. C'est ça. Un coach, un support technique. Mais ça peut être un peu intrusif, non? L'IA voit absolument tout. C'est le revers de la médaille, bien sûr. Il faut être très prudent avec les données sensibles. Mais pour apprendre un nouveau logiciel, pour du feedback instantané sur un design ou du code, c'est un outil d'une puissance redoutable. C'est un vrai sparring partenaire intellectuel. On arrive à notre 5e et dernier point. On a vu ce que l'IA peut faire, mais les sources parlent d'une fonctionnalité plus subtile, qui permet de changer ce que l'IA est. C'est une excellente façon de le formuler. Il s'agit des instructions système. L'idée, c'est de donner un rôle, une personnalité, un cadre à l'IA, pour toute une conversation. Et là, les exemples sont assez savoureux. Celui qui m'a fait rire, c'est de transformer Gemini en entraîneur de football en colère. Oui, c'est un excellent exemple. L'instruction système était quelque chose comme « Voici,
Tu es un coach de foot grincheux. Quoi que je te demande, tu transformes ça en une leçon de vie sur la discipline. Tu n'es jamais impressionné. Et la personne y demandait une recette de cookies, c'est ça? Exactement. Et la réponse devait être du genre « Des cookies, tu penses mériter des cookies? La farine, c'est comme le mental, ça se travaille sans relâche. » Sens du truc. On peut lui dire tu es un professeur d'espagnol, corrige toutes mes fautes, ou tu es un investisseur sceptique, analyse mon business plan et pointe ses faiblesses. Et on le définit une seule fois pour toute la conversation. Voilà, c'est beaucoup plus efficace que de le rappeler à chaque prompt. Et comment on rédige une bonne instruction système? Il y a une méthode. Oui, la méthode recommandée est en 2 temps. D'abord, on utilise l'interface classique de Gemini pour dialoguer avec l'IA et peaufiner le texte des instructions. On la briefe en quelque sorte? C'est ça, on affine le rôle et une fois qu'on a le texte parfait, on le copie-colle dans le champ Instruction système de AI Studio. Ça montre que l'outil est puissant, mais que la compétence humaine pour le guider reste centrale. Si on prend un peu de recul, ces 5 exemples dessinent une image très claire. Google AI Studio, ce n'est pas juste un gadget de plus. Non, c'est un levier stratégique. C'est un levier qui peut changer la donne pour les créateurs, les entrepreneurs. Il démocratise des capacités qui, il y a à peine 2 ans, coûtaient une fortune. Le mot-clé, c'est vraiment la démocratisation. Créer une appli, produire de l'audio pro, avoir un avis d'expert en temps réel, tout ça devient accessible, presque trivial. On donne des super-pouvoirs à tout le monde. En quelque sorte, oui. Et c'est peut-être là-dessus qu'on va conclure. Oui, avec une question. Tous les cas d'usage qu'on a vus, ils concernent la productivité individuelle ou celle des petites équipes. D'accord. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand cette puissance sera déployée à grande échelle dans les grandes entreprises? Quand chaque service marketing, chaque équipe support, sans un seul développeur, pourra construire ses propres outils, générer ses propres contenus, auditer ses propres process. C'est une excellente question. On parle beaucoup des métiers qui vont disparaître, mais la vraie question, c'est peut-être quels nouveaux modes de travail, quelles dynamiques d'équipe totalement inédites vont émerger de cette décentralisation massive de la puissance créative.